30 secondes. Je suis en train de préparer notre prochaine balade. Ah bon? Mais tu connais déjà notre prochaine destination? Eh oui, ma chère. Tu m'as dit Le Corbusier, spot idéal pour voir le Mascaret, statuaire d'Ernesto Gazzeri. C'était facile à deviner, tu me connais, je suis un rapide. Ah oui, évidemment, avec tous ces indices. Par contre, est-ce que tu sais avec qui nous avons rendez-vous? Alors là, non. J'en ai aucune idée. Qui est-ce alors? Je te dirai seulement que c'est une femme passionnée d'histoire et qu'elle sait formidablement la raconter. Qu'elle aime partager ce qu'elle connaît et que si tu as envie de découvrir des villes comme La Réole, Cadillac, Rions, Podinsac, Bazas et j'en passe tant elle est prolifique dans ses visites, tu peux la contacter, elle est guide. Bon, on va la retrouver? Prêt? Allez, ok, en route. Nous vous emmenons dans un lieu où c'est la promenade qui va guider vos pas. En franchissant les grilles de cet endroit, les chemins que vous emprunterez seront balisés par la présence de grands arbres. Certains tortueux, d'autres d'essence rare. Au gré de votre balade, vous serez happé par les statues plus grandes que grandeur nature, offrant même de belles scènes inspirées de l'Antiquité. Et au fond du parc, vous tomberez sur un château. Étrange bâtisse du début du XXe siècle sur plusieurs étages qui fait face à la Garonne. Fin du XXe, il y avait encore un bassin avec de l'eau qui serpentait au pied du statuaire de l'artiste italien Gazzeri. L'imagination s'emballait et on se replongeait aisément à l'époque de la construction et de la vie du parc Chavat. Oui, c'est ici que nous sommes, à Podinsac, rive gauche de la Garonne, au sud de Bordeaux. Léonore Rosé, guide patrimoine, hautement passionnée et passionnante, est arrivée en vélo, l'a posée à l'entrée du parc. Nous avons emprunté le chemin face aux grilles et elle a commencé par expliquer d'où provenait le nom Chavat. Il arrive en fait, j'ai envie de dire. Le nom Chavat, ça appartient pas à la famille en fait qui s'est installée là début 20e. C'est un nom qui était déjà là, c'est un lieu de vie en fait, d'une famille qui aurait déjà été là au 17e, fin 17e. Et puis c'est un lieu qui a été un genre de château, enfin d'exploitation viticole toujours, et qui va complètement sombrer dans les années 1910 par là, et qui va donc être racheté par un industriel qui s'appelait François Thévenot, qui n'est pas Podinsac, qui est bordelais. Sa famille avait une entreprise en fait de construction de fours et de cheminées, mais industrielle. Et puis lui, quand il va reprendre les rênes de l'entreprise familiale, il va ouvrir un petit peu sur différents secteurs. Il va faire pas mal de constructions dans les travaux publics, etc. Par exemple, c'est au niveau du canal du Midi. C'est pas le canal du Midi, que je dise pas de bêtises. Ça me reviendra, mais dans les Pyrénées, il a fait pas mal d'ouvrages, des barrages, la route du pic du Midi, voilà, c'est ça. Entre autres, donc voilà, pas mal de choses quand même. Et puis donc il arrive, il achète ici, on est dans les années 1915 et 1916-1917, il va faire appel à différents architectes, paysagistes, etc. pour façonner un peu l'endroit, sachant qu'aujourd'hui on a 5 hectares et demi au niveau du parc, qui est donc un parc qui est classé jardin remarquable. Mais il y avait d'autres domaines, c'est-à-dire que juste de l'autre côté de la route, on a encore les anciennes serres. Ouais, les anciennes serres qui servent aujourd'hui les jardins partagés. Donc moi j'ai pu à un moment donné, j'en ai bénéficié. Il y a des petits cabanons, etc. Et puis à l'époque c'était une 30aine d'euros par an, donc c'est vraiment dérisoire. Ouais. On a une parcelle, on a l'accès à l'eau, on a le petit cabanon. Donc c'est vraiment pas mal. Et moi ce que je trouve super chouette, c'est que là ils font vraiment revivre aussi en ce moment, parce que entre les enfants de l'école
écoles qui sont l'école primaire qui est à 200 mètres de là, même pas 100 mètres de là, et la maison de l'EHPAD, il y a des échanges qui se font et les enfants vont avec leurs professeurs, etc., avec une association qui s'appelle les Univers de Garonne, qui a mis ça en place, et bien il y a des échanges. Donc voilà, les petits apprennent à planter, apprennent à soigner les plantations, et les anciens, voilà, eux donnent des petits... des petits tips, quoi, des petits tuyaux pour aider. Donc c'est un lieu de partage qui est vraiment chouette. Et donc il y avait ces serres, il y avait en fait l'endroit où vous avez l'EHPAD, ça appartenait aussi au domaine. Alors c'était pas dans le parc, mais ça appartenait quand même à François Thévenot aussi. Et donc il va faire terrasser tout ça parce que c'était certainement pas aussi plat, et là on est quand même au-dessus de la Garonne lors des dernières inondations, là en février 2021. Moi j'avais pris une vidéo du coin, là c'était impressionnant. Alors on était en hauteur quand même, mais l'eau montait à... je sais pas, 1,50 m sur les murailles, quoi, vraiment. Donc heureusement, effectivement, ça a été mis à l'abri. Et c'est le paysagiste s'appelait Charles Bouana. Et Bouana, il a fait notamment, il a travaillé au golfe d'Anglet, il a travaillé au niveau des jardins de Mouton Rothschild, donc dans le Médoc. Donc il a quand même de bonnes références quand même. Donc c'est lui qui va aménager tout ce parc. Aujourd'hui, on a encore des dizaines d'essences différentes entre les pins, les chênes, il y en a. Alors, c'est pas trop mon truc, mais voilà, les orangers des Osages, par exemple. Ça, c'est vraiment chouette. Avec des super fruits. Avec des fruits très particuliers. Et c'est toujours un peu marrant parce que ces espèces de fruits jaunes là, comme il y a un cours de tennis, avec les cours de tennis, souvent on a l'impression qu'ils ont planté en haut des pics de la grille du parc des boules de tennis. Non, c'est ces fruits-là. Donc c'est assez rigolo. Mais voilà, on a vraiment plein de choses. On a des magnolias qui sont extraordinaires dans lesquels les enfants, et pas que les enfants, grimpent. C'est vraiment chouette. Et alors ça a bien grandi, on a des anciennes photos du parc vues de l'autre rive, donc de Rions, où le château a l'air immense et puis les arbres ont l'air minuscules, ils sont quasi inexistants. Et aujourd'hui, on voit presque plus le château. Enfin, on le voit encore parce qu'il y a quand même l'esplanade là devant, mais effectivement, c'est plus tout à fait la même chose. Et puis, donc il a fait appel à Henri Matisse, c'est lui qui va construire le château, donc là, la demeure familiale, où il y avait donc sa femme, sa fille. Et puis également le pavillon, j'appelle ça le pavillon à l'entrée, effectivement, ce qui va être, normalement, là ça doit être incessamment sous peu, le centre de loisirs de l'école de Pau-d'Ensac. Donc ça, j'ai hâte de voir ça aussi, mais je pense que ma fille va être ravie. Et c'était la maison du gardien. C'était la maison du gardien. On a eu d'autres grands noms quand même au niveau du parc, à savoir que pour alimenter tous les jeux d'eau et aussi pour alimenter le château d'ailleurs en eau courante, on avait on a Charles-Édouard Jeanneret. Alors vous allez me dire qui c'est ce monsieur? C'est le Corbusier. C'est le Corbusier qui va lui s'attaquer entre guillemets à l'alimentation de ce château en eau avec le petit. Je dis petit parce que comme l'autre a été construit derrière, paraît beaucoup plus grand, là, le grand frère, le petit château d'eau. Et ce château d'eau, en fait, c'est le premier projet concret en béton armé de Le Corbusier sur le territoire français. Il avait déjà travaillé ailleurs, mais pas encore en France dans ce type de projet. Vous avez fait connaissance avec la famille Thévenot, avec le parc. Vous avez découvert que Le Corbusier a fait ses premières expérimentations sur le domaine Chavat. Nous sommes dans les années 30, et là, pour le parc et la famille Thévenot, tout bascule. En 1934, où ils sont partis, la famille est partie. Alors, il faut savoir qu'en 1929, il y a eu le crash boursier. Donc ça quand même, il a fallu que François Thévenot vende pas mal de ses possessions, etc. Il y a eu le divorce également. Donc bref, en 1934, on ferme la boutique, on vend. Et ça va être vendu une bouchée de pain. C'est la mairie, la commune qui va se rendre propriétaire des lieux. Et du coup, pour ce qui est du château, ils vont y aménager en 1936 une espèce d'hospice en fait, donc une genre de maison de retraite pour personnes âgées, mais avec selon les niveaux, j'ai envie de dire social, probablement aussi, on a des chambres qui sont
plus ou moins spacieuse, plus ou moins bien décorée, etc., etc. Bon, voilà. Soit effectivement une grande pièce avec plusieurs lits ou avec 3-4 lits, ou bien, bon, voilà, ça dépendait un petit peu de, je pense, des standings, voilà, exactement. Par contre, ils bénéficiaient de l'eau courante, du téléphone, de l'électricité. Donc c'était du 5 étoiles pour l'époque, probablement, ça c'est certain. Mais ben voilà, les années ont quand même passé, et en 99, donc ça a quand même duré une 60aine d'années, hein, cette histoire. En 99, bon, c'était certainement plus aux normes, etc. Et donc du coup, ils ont ils ont construit l'autre EHPAD, et puis donc les patients finalement ont traversé la route, quoi. Ça devait être quand même sympa, je pense, hein, de se balader dans cet endroit-là quand oui, je pense que le parc est quand même assez agréable. C'est un cadre qui est quand même plutôt chouette. Qu'est-ce qui va se passer avec le château après le château d'eau? Alors ça a servi à un moment donné de château d'eau pour la ville, sauf que la ville elle a grandi, et puis la cuve elle n'a pas grandi, elle, hein. Et donc du coup il va être construit ce nouveau château d'eau, l'autre château d'eau, et aujourd'hui il appartient, en fait, il y a un bail amphithéotique qui a été fait entre un groupement d'architectes qui s'appelle le groupe des 5 sur Bordeaux, et qui est en fait qui est en bail avec la mairie. Donc c'est eux qui s'occupent de tous les travaux de restauration. Alors mise aux normes, on n'en est pas encore là, je pense, mais en tout cas ils ont fait au niveau de la cuve, tout en haut il y avait des fissures, des choses comme ça, donc ça a été refait. Ils ont refait aussi pas les maçonneries, les menuiseries au niveau des fenêtres en haut, etc., etc. La prochaine étape, mais ça nécessite encore quelques centaines de milliers d'euros, le souhait en tout cas, ce serait d'en faire une résidence d'artistes. C'est-à-dire que voilà, dans la cuve, en fait, il y a un escalier, une échelle qui monte pour aller sur la terrasse. Ça c'est tout le Corbusier, d'avoir ces accès toit-terrasse. Là, on est déjà dedans. Donc, au milieu de la cuve, il y a une espèce de puits, je sais pas comment dire autrement, et donc du coup on peut accéder directement à la terrasse. Donc la cuve servirait de chambre, ce qu'ils appellent la gloriette, c'est-à-dire l'endroit en haut où vous avez toutes les fenêtres, ça servirait d'atelier finalement. Et puis en bas, parce que finalement on n'a pas 15 000 étages, hein, en bas sous l'escalier ils aménageraient certainement peut-être des toilettes, une petite kitchenette, une petite douche, j'imagine. Donc voilà, il y a quand même de gros projets au niveau du parc, alors aussi bien au niveau avec le groupe des 5 du château d'eau, que au niveau là du parc en soi. C'est-à-dire que là il y a un an ou deux maintenant, toutes les allées ont été réaménagées. Ils ont fini de restaurer maintenant le groupe sculpté merveilleux là d'Ernesto Gazzeri là, avec le mystère de la vie. Donc c'est Coralie Quincé entre autres, mais surtout qui a refait les parties qui manquaient. Donc là voilà, chacun a retrouvé tous ces morceaux, si je peux dire. On a retrouvé des mains, on a retrouvé des têtes. Alors soit ça avait été abîmé par le temps, soit on sait aussi qu'en 2017 ou 2016, je ne sais plus, 2017 je crois, il y a eu des actes de vandalisme en fait, hein, tout simplement. Donc comme ils ont été pris sur le fait, ils n'ont pas eu le temps d'emporter les morceaux. Donc ça, les morceaux, on les avait. Mais il y a des morceaux qui manquaient d'avant, parce que entre le moment où la maison de retraite ferme et le moment où ça ouvre au public, il se passe presque une dizaine d'années. Donc pendant quelques années comme ça, on a eu des sculptures qui ont été volées, on a eu des endroits qui ont été effectivement abîmés, on a des choses, surtout des sculptures au niveau du parc qui ont disparu, quoi, clairement et simplement. Donc je crois que ça fait depuis 2007 ou 2008, quelque chose comme ça, là, que maintenant, voilà, il y a eu ce classement, je crois que c'est 2006 le classement comme jardin remarquable, ce qui fait que maintenant, voilà, il y a vraiment un gros effort de fait. Le château en lui-même c'est pas un ERP. Donc ce n'est pas un établissement recevant du public, ce qui fait que c'est ouvert à des occasions vraiment exceptionnelles, comme les journées du patrimoine par exemple. On a toute une petite équipe là d'une association Peau dans sa caisse qui s'appelle Histoire Vieille Pierre et Fontaine Peau dans sa caisse, ou Histoire Fontaine et Vieille Pierre, je ne sais plus dans quel ordre c'est. En tout cas, voilà, on a quelques volontaires qui peuvent, sous demande au niveau de la mairie, peuvent faire visiter, mais en réalité, c'est surtout le rez-de-chaussée. Et le rez-de-chaussée, lui aussi, est en train d'être restauré, c'est-à-dire qu'on a déjà tout le plafond au niveau du salon
de musique qui a été refait, les peintures du plafond étaient refaites. Là, ils s'attaquent entre guillemets à l'autre salon de l'autre côté, où ils sont en train, je crois, pour le moment d'assécher parce qu'il y avait des soucis d'humidité, etc. Donc voilà, en fait là on est voilà, tout n'est pas ouvert là à l'heure actuelle. Bon, de toute façon c'est pas ouvert au public, mais voilà, là il y a vraiment des bâches, des choses. Enfin, on peut pas accéder partout. Et puis en haut, ça arrive qu'ils montrent une chambre ou deux, la chambre de Madame Thévenot, qui est encore. Ils ont retrouvé des choses en décollant du papier peint. Ils ont retrouvé des inscriptions, des choses comme ça. Enfin, des inscriptions. Ça pouvait être des notes en fait mais il y a une trace, il y a quelque chose. Et ouais, c'est quand même assez émouvant d'avoir ça. Bonjour. Et puis on a cette association là qui travaille à récolter des fonds aussi pour subvenir aux besoins des restaurations. Et puis on a le maire adjoint donc qui est délégué en charge du patrimoine aussi à Pau-d'Ensac, qui est Jean-Marc Depuitte, qui est responsable de tout ça en fait, et qui a déjà sorti 2 ouvrages au moins. Donc 2 ouvrages, un sur le parc en général et puis un autre là l'an dernier je crois sur sur le château d'eau, le Corbusier. Il y a un petit fascicule aussi sur les mystères de la vie, les sculptures du parc, qui est en vente aussi, vraiment plus dans les librairies locales, Jeux de mots, Acadiac par exemple, ce genre de choses-là. On peut les trouver aussi en médiathèque, la plupart des ouvrages. Donc c'est quand même, on a pas mal d'archives dessus. C'est documenté, donc ça permet quand même effectivement de pouvoir refaire les choses correctement en étant sûr de ne pas se planter. C'est quand même important. Et là, ils sont en train aussi de refaire tout l'arboretum, c'est-à-dire toute la signalétique au niveau des arbres et tout ça. Il y avait eu des petites choses, mais c'était pas très viable au niveau du temps. Donc là, il va y avoir des choses un peu plus. Ça va être un peu plus. Moi qui n'y connais rien en arbre, là, je vais être contente d'avoir effectivement une étiquette en bas, parce que les gens souvent en visite me demandent, et ça c'est quoi? Oh là là, c'est un magnolia. Voilà, mais sorti du magnolia et de l'oranger des Osages, moi je connais pas grand-chose. Donc oui, c'est chouette, ça reste une balade qui est vraiment vraiment belle. On est tous les Pau-d'Ensacais dès qu'il y a un mascaret avec une amplitude assez forte, un coefficient assez fort. Voilà, on monte au jardin et puis on le voit. Pau-d'Ensac, c'est quand même un bel endroit pour voir le mascaret, il n'y a pas à dire. Donc et puis c'est vraiment un lieu hyper familial. Comme dit Léonore, le parc Chavat est l'idéal pour une balade familiale. Mais pas que. C'est un lieu qui peut inspirer aussi à être dans la contemplation. Et puis c'est un espace investi chaque année par un festival des arts de la rue, le festival Côté Jardin. En fait, c'est un parc qui est source d'animation et de manifestations tout au long de l'année. On peut dire, c'est un lieu vivant et puis inspirant. Le 3e épisode touche à sa fin. Vous l'avez aimé ? Partagez-le sur les réseaux sociaux sous le nom de Variason, mais aussi par le bouche à oreille. Et puis donnez-nous votre avis, ce que vous avez apprécié ou pas, ce que vous auriez aimé entendre de manière plus approfondie, des idées de destination. Notre mail variason@gmail.com. Variason, VARIA2SON. Alors à très vite avec un autre épisode pour En route pour le Sud Gironde. Et où cette fois? Ben oui, bien sûr, ça sera la surprise. Ciao, ciao.